Euh, Édouard Oui. Julien, le deuxième but lui appartient, Marc, à moins qu'il tombe en pleine face là, au cours du camp d'entraînement. Là. Et c'est la même chose pour Otto Lopez. Ce sont deux joueurs dont les positions sont presque assurées, à moins de tomber en pleine face, comme je dirais. Ouais, ben Donc, moi, je serais un petit peu plus inquiet, c'est peut-être pas le bon terme, mais je pense qu'Édouard Julien a plus de joueurs qui potentiellement pourraient prendre sa place qu'Otto Lopez avec les Marlins. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles, fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet, Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin, deuxième semaine des camps d'entraînement. Déjà, Marc, là, ça commence à tomber. La semaine dernière, on parlait du fait que jusqu'à maintenant, les camps roulaient bien. Il n'y avait pas de grosses nouvelles quant aux blessures. Ça a changé radicalement depuis quelques jours. Marc, on va commencer avec les Yankees de New York parce que ça regarde très, très mal pour Garrett Cole. Semble-t-il que la première opinion, c'était ligament déchiré, opération Tommy John. Il demande une deuxième opinion. Louis Gill va rater les premières semaines. Là, très tôt, on commence déjà à tester la profondeur au monticule chez les Yankees de New York. Va falloir aller charger de l'aide, j'ai l'impression. Ouais, écoute, c'était pas dans les plans. Hein, on s'entend, là. Ouais. On sait les blessures font partie du sport, mais là, de voir deux de tes partants, Gill, c'était en début de camp d'entraînement, mais on s'attendait évidemment à ce que Garrett Cole commence la saison. Rappelez-vous, il y avait des petits problèmes, lui aussi, en début de saison l'année dernière, mais là, on suggère évidemment l'opération de type Tommy John. On devrait savoir ce lundi là, précisément, mais ça regarde pas très bien. Là. On devrait aller voir une autre opinion, mais je pense que ça regarde pas très bien. Écoute, c'est un dur coup pour les Yankees, c'est un dur coup pour les partisans des Yankees, c'est un dur coup pour Garrett Cole. Alain, il a 34 ans. Et là, moi, ce que j'ai hâte de voir, Alain, est-ce qu'on se dit, parce que il a lancé au camp d'entraînement, c'était pas, sa dernière sortie était très ordinaire, là, mais là, tu as une décision à prendre, Alain. Et la voici, c'est que si tu décides de subir l'opération de type Tommy John maintenant, tu perds la saison évidemment complète, mais tu risques quand même de lancer l'année prochaine, tu sais, peut-être au mois de Ouais. mai, au mois de juin. Alors, bon. Mais si tu décides d'attendre un peu, de dire, savez-vous quoi, on va attendre un petit peu, peut-être qu'on peut l'éviter l'opération, puis là, tu arrives au mois de mai, puis dire, là, finalement, on va subir l'opération de type Tommy John. Puis là, tu perds 2 ans de Garrett Cole. Alors, c'est pour ça que il faut savoir très tôt, là, cette semaine, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que s'il se fait opérer cette année, tu peux le revoir l'année prochaine, alors qu'il va avoir 35 ans, il va revenir. Il y a quand même des cas intéressants, là, les Justin Verlander de ce monde, là, qui ont suivi l'opération un peu plus tard en carrière, qui sont revenus. Mais c'est une lourde perte. Et là, avec Gill, tu l'as mentionné, Alain, ça fait qu'on va en demander pas mal plus à Carlos Rodon, qui devait jouer un rôle important, mais qui est un petit peu plus bas avec l'arrivée de Max Fried. La signature du lanceur gaucher Fried prend toute son importance maintenant, évidemment. Mais là, soudainement, est-ce que les Yankees, on les favorise? Parce que, tu sais, oublie pas, là, Alain, là. Tu sais, Goldschmidt n'est pas jeune. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bellinger, ça va être intéressant, qu'on a un camp aussi intéressant. Ouais. Mais il y a quand même des points d'interrogation là, pour Ouais. cette nouvelle saison. Et là, le point d'interrogation, disons, s'épaissit un petit peu là, avec ces nouvelles-là. Puis là, Stanton n'est pas là. Donc, qui va devenir le frappeur de choix? Tu sais, on va prendre qui là, comme frappeur de choix? Là? Est-ce que Ben Rice fait l'équipe et on l'insère là? Est-ce que Ouais. fait que, tu sais, il n'y a pas juste une question, là. Il y en a quelques-unes à se poser, là, chez les Yankees. Écoute, on doit se frotter les mains un peu, se frotter les mains. Un peu par chance, on a tout fait pour échanger Marcus Stroman, puis il devient le quatrième lanceur partant au moment où on se parle. Quelquefois, le destin fait bien les choses parce que s'il n'est pas là, on est sérieusement dans le trouble. Écoute, absolument, absolument. Puis ça, c'est évidemment, là, si tu le mets quatrième, ça veut dire que Clark Schmidt devient le troisième. C'est un peu ça que tu me dis, là. Mais peu importe. Schmidt,
Schmidt, on prévoyait qu'il était dans la rotation. On avait dit à Sturman, tu vas lancer en relève. Ouais. Donc, tu comprends que là, mais qui est le 5e, Marc? Puis je vais te lancer un nom, parce que lui-même s'est proposé, encore une fois, Trevor Bauer. Marc, qui demande juste à revenir. On en a déjà parlé, Marc, puis on s'était prononcé tous les deux en faveur d'un retour. Il n'a pas été accusé, et puis je ne dis pas que tout ce qu'il a fait, c'est correct, mais je pense qu'il est temps qu'on passe à d'autres choses. Il n'a pas été trouvé coupable de quoi que ce soit, de malicieux. Oui, c'est un personnage qui est très polarisant, ça, on l'accorde. C'est pas le seul dans le baseball actuellement. Dans le contexte, tu vas chercher qui? Tu es au camp d'entraînement. Il n'y a personne présentement qui est disponible. Bon, à moins que les Padres, encore une fois, lancent la perche pour Dylan Cease. Je ne sais pas où on veut faire du délestage de ce côté, mais quelles sont les vues des Padres de San Diego? Il y a plein de noms là, qui ont été lancés et qui n'ont pas changé d'adresse. Est-ce qu'on va aller de ce côté-là chez les Yankees de New York? Parce que là, le poste de 5e partant, tu regardes la rotation, Stroman qui va être relevé à 4e, et tu te gardes la tête. Qui va être 5e Ouais, non, quand ben, la saison va commencer? ouais, effectivement. La question se pose. Bon. Dans le cas de Trevor Bauer, c'est intéressant ce que tu amènes, Alain. Euh, les équipes ont peur. Ont peur de ce que ça va donner. Ah oui. C'est clair. Bon, c'est pour ça qu'il n'est pas revenu. Là, il lance Ouais. en Asie présentement. Il y a quelques images que j'ai vues récemment. Bon. Il retire pas autant de frappeurs sur les prises qu'il souhaitait. Sa balle rapide n'est pas aussi puissante que ça a déjà été. Est-ce Ouais, que c'est lui qui décide de pas lancer? Bon, on sait que c'est un personnage, là, fait qu'il peut bien décider de ça choses. se peut jouer. Je l'ai vu s'obstiner avec des officiels. Je pense qu'on lui a appelé quelques feintes irrégulières, puis il avait pas l'air content. Mais bon, toujours est-il que ça reste, si on passe strictement baseball, là, ça reste un lanceur qui peut aider une équipe, assurément. Ouais. Bon, mais est-ce que c'est là qu'on veut s'en aller? Tu sais, Juan Soto est parti. Et tu as vu à la fin de la saison, c'était pas le gars le plus populaire dans le vestiaire. Ouais. Au dire de Aaron Ouais. Judge et compagnie. Est-ce qu'on veut amener un personnage de la sorte alors qu'on a l'impression que chez les Yankees, je sais pas qu'on a fait du ménage, mais qu'on amène des gars un petit peu plus différents un peu. Écoute, je le sais pas. Je le sais pas. Oui, en termes de baseball, il aiderait. Mais ça serait pas le plan A, selon moi, chez les Yankees. On va cogner à la porte, effectivement, Ouais. Alain, tu as raison, de quelques joueurs, bon, les noms qui ont été soulignés. Il y a personne parmi les joueurs autonomes, là, présentement, là, qui pourrait, selon moi, venir donner un coup de main, là. Donc, il faudrait aller via transaction. Et là, via transaction, ça veut dire quoi? Ben, tu te parles d'un Dylan Cease, il va falloir donner un peu en retour, là. Donc, c'est là Ouais. la question. Alors, c'est pas, pour ça, Alain, il faut être patient pour, tu sais, faire nos prédictions ou attendre vraiment à la toute fin pour voir. Ouais. Le portrait des Yankees a changé là, depuis une semaine ou deux. Ouais. Fait que c'est la nouvelle de Stanton. Gill a été un des premiers. Là, c'est la nouvelle qui tombe sur Garrett Cole. Tu l'as dit en début d'émission, là, on teste non seulement la profondeur des lanceurs chez les Yankees, mais de toute l'organisation avec aussi la blessure de Stanton. Et de LeMahieu. Ouais, ouais, ouais. Là, évidemment, comme on n'a pas comblé un poste à l'avant-champ, le maillot devenait une option, bon, intrigante. Mais là, on ne l'aura pas pendant un petit bout. C'est peut-être mieux comme ça si on parle de production pour les Yankees de New York. Mais Marc, il y a un nom que je vais te lancer. Puis Carl Gibson, il est joueur autonome. Il n'y a pas d'équipe. C'est un gars qui est capable d'emmagasiner des manches. C'est des gars comme ça qui restent sur le marché des joueurs autonomes. Si à la fin du camp t'arrives et tu n'as pas ton 5e partant, est-ce que c'est c'est là qu'on va se tourner? Moi, il y a une couple de gars comme ça disponibles. Là. Ben, ou est-ce qu'on décide d'aller vers, tu sais, on a des bons prospects, là. Tu sais, je pense à Will Warren, par Oui, exemple, oui, qui effectivement. est un très, très beau Oui, prospect. Est-ce que peut-être c'est sa chance? Peut-être qu'on lui offre la possibilité de se oui, tremper les pieds. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Tu sais, souvent, les Yankees, ben, tu sais, on est là pour gagner. On est là pour gagner un championnat, on est là oui, pour gagner une série mondiale. Donc, tu veux moins faire de tests, si tu veux, mais là, par c'est la ça. force des choses, est-ce que ça te donne la possibilité d'avoir ce gars-là? Tu sais, dépendamment du calendrier, Alain, parfois, tu n'as pas besoin de ton 5e partant là, tout le temps. Tu sais. Mhm. Est-ce que on l'amène tranquillement pas vite en attendant juste, tu sais, peut-être le retour d'un gars comme Gill? Tu sais,
faut faire attention, là, tu sais, avant d'y aller, avant de prendre une décision, mais ça ouvre souvent la porte à aller voir dans ton réseau qui est intéressant. Là, tu sais, un gars comme Warren peut faire vraiment un travail très honnête. Le gars, il est parmi de l'organisation. Il est quoi, le deuxième prospect de l'organisation. Alors, c'est rien non plus, là. Il a goûté au baseball majeur en plus plus. l'année passée. Donc, c'est quelqu'un qui est pas loin du baseball majeur. Marc, on va rapidement faire le tour des grosses blessures. Là. Il y a Grayson Rodriguez. Lui devait prendre la place de Corbin Burns comme numéro 1. Il a l'étoffe pour le faire. C'est un coup dur. Les Orioles ont ajouté de la profondeur au monticule au cours de l'entre-saison avec quelques vétérans. Je pense à Charlie Martin, entre autres. Mais parce qu'on a eu énormément d'ennuis chez les lanceurs partants. Faut bien le mentionner l'année passée. Donc, on a tenté de se donner quelques options supplémentaires, mais tu peux pas remplacer Grayson Rodriguez là, comme numéro 1. Ouais, là, si Garrett Cole fait mal chez les Yankees, imaginez Grayson Rodriguez chez les Orioles de Baltimore. Là, on se tourne vers Zach Eflin. On se tourne vers Charlie Morton, Dean Kramer. C'est correct, là. Mais Rodriguez, c'est effectivement lui qui devait être le numéro 1. Lorsqu'on dit de remplacer un Corbin Burns, je pense pas qu'on va remplacer en termes de statistiques, mais remplacer son rôle de numéro 1. C'est inquiétant. Là, on dit que son ligament n'est pas touché, mais tu sais, Alain, le coude. Il y a quelque chose, il a senti quelque chose dans son coude. Là, on le met au repos de 7 à 10 jours, mais disons que ça ne regarde pas très bien pour certainement amorcer la saison. Donc, soyons optimistes, soyons patients, mais c'est sûr que si tu perds Rodriguez pour une bonne partie de la saison, encore une fois, c'est l'aspect fragile des Orioles de Baltimore. Moi, j'aime tout ce qui se passe avec les joueurs de position, mais c'est toujours la question, c'est est-ce que les partants vont t'en donner assez? Puis là, tu perds ton numéro 1. Pas évident. Oui, écoute, comparativement aux Yankees, ils ont plus d'options. Je regardais le nombre de joueurs qui ont une expérience comme lanceur partant. Ils en ont 8 ou 9 là, qui peuvent être partants, qui l'ont déjà été avec un certain succès de ce côté-là. Mais tu lances des dés. Tu lances des dés sans savoir exactement si les gars vont... Sugano, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être intéressant. La bonne nouvelle, par contre, puis on n'en a pas parlé beaucoup chez les Orioles, mais c'est le retour du gros Bautista. Là, le gars-là va vraiment... on l'a manqué, là. On l'a manqué l'année passée. Alors, ton releveur numéro 1, ça vient stabiliser peut-être même tout le reste. Alors, peut-être que ton partant, dans le baseball moderne, te donne ton 5 manches et un tiers, puis là, place à la relève. En tout cas, mais effectivement, il y a des options intéressantes. Kate Povich qui est là aussi. Mais c'est intéressant, mais Alain, mais je me répète, Baltimore est là aussi pour gagner le titre de la division Est. Donc, on vise pas juste de faire les séries, tant mieux si on les fait, mais ce que je veux dire, c'est que les attentes sont élevées, là. Oui, absolument. Dans la nationale, ce qu'on a retenu, c'est la blessure à Francisco Alvarez. Là aussi, chez les Mets, on a des ambitions, tu comprends. On a fait des séries l'année passée. Une année plus tôt que prévu, probablement. On a une bonne équipe. On va lutter pour la première place. C'est de l'avis de la plupart des observateurs. Mais en défense, Marc, le poste de receveur, regarde, il a beau être jeune, Alvarez, il occupait quand même une place importante. Ce sera pas facile à remplacer. C'est un gars qui est dynamique. Moi, je l'aime beaucoup. Production en attaque. En défense, je pense qu'il est capable de s'améliorer encore, même s'il est bon. Donc, c'est un morceau quand même qui n'est pas négligeable chez les Mets de New York. Oui, puis le poste de receveur, Alain, c'est la complicité, la synergie avec les lanceurs, autant partant qu'en relève, évidemment. Donc, c'est un poste important, là. C'est pas juste, Bon, là, en ce moment, Alain, James McCann est disponible. Il a déjà joué pour les Mets. Moi, là, je comprends qu'Alvarez a amené un coup de bâton, mais avec les changements, l'arrivée de Soto, avec, l'attaque devrait produire. Moi, je pense qu'il faut que tu te concentres sur le poste de receveur défensif ici, là, en attendant le retour d'Alvarez. Donc, prends quelqu'un qui va attraper les balles, mais qui va guider, qui va aider à, tu comprends ce que je veux dire, je dirais pas négliger l'attaque, mais davantage se concentrer sur l'aspect défensif.
à ce niveau-là. Parce que, tu sais, il y a Yasmani Grandal qui est disponible, mais bon, c'est pas par son jeu défensif que tu vas aller le chercher, même si c'était moins pire au cours des dernières années. Mais tu sais, un gars comme McCann. Mais il y en a pas une tonne là, sur le marché sinon. Moi, en tout cas, j'irais personnellement là, chercher un vétéran comme McCann, qui connaît le Ouais. tabac, qui connaît, tu sais, qui est capable de s'adapter très rapidement, là. Même, tu sais, après, tu sais, il reste une vingtaine de jours, là, avant le début de la saison, là. Ouais. Et venir stabiliser ce poste-là défensivement. Oui. Et on n'a pas beaucoup de profondeur au poste de receveur là, présentement là, chez les Mets de New York. On a Louis Torrens. Puis après ça, regarde, il va falloir gratter des fonds de tiroir là, pour tenter de combler cette perte-là. Marc, ça nous amène à la question de la semaine qui est présentée comme à l'habitude par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. On revient sur Trevor Bauer. Est-ce que ce serait une solution envisageable pour les Yankees de New York? Donc, on vous invite à vous prononcer. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, /compte complet balado, sur notre site internet comptecomplet.com. Alain, je rappelle aux gens notre partenaire principal, Plan de match, boutique de baseball à Boucherville, boutique en ligne également. Et évidemment, en boutique, cage de frappeur, il y a des cours privés, tout pour la saison de baseball qui commence bientôt. Alors, allez visiter Plan de match. Et je vous rappelle aussi de la meilleure façon, en fait, de nous rejoindre, savoir où nous regarder, où nous écouter, eh bien, visitez notre site internet www.comptecomplet.com. On va faire le tour, Marc, des Québécois qui sont dans les camps d'entraînement du baseball majeur. On va commencer par Abraham Taureau avec les Red Sox de Boston. Ça va bien pour lui. Ça bouge beaucoup. Bon, on se demande même quelle sera la formation partante avec évidemment tout ce qui entoure Raphaël Devers. Mais pour Abraham Taureau, il y a beaucoup de joueurs polyvalents au sein de cette équipe, même parmi les réguliers. Tu sais, je pense à Durant, je pense à Rafaela notamment, qu'on peut promener un peu partout. Là, il semble que Bregman peut-être pourrait faire partie de ceux-là. Mais Abraham Taureau correspond à ce profil de joueur et il va bien. Exact. Et tu fais bien de le mentionner. Bon profil pour un gars comme Alex Cora. Je pense qu'il doit apprécier ça, évidemment, cette polyvalence-là, frappeur ambidex. Donc, tu sais, Taureau amène quand même une dimension fort intéressante, a montré un peu de puissance, a frappé 2 coups de circuit depuis le début du camp d'entraînement. Seul petit ombre au tableau, c'est quoi? C'est 1 but sur balle sur 9 retraits sur des prises. Tu sais, ça, c'est un aspect dans le baseball moderne qui est quand même regardé. Mais sa polyvalence, tu as vu que ce gars-là s'est entraîné durant l'hiver, il est déterminé à retourner dans le baseball majeur. Est-ce qu'il peut commencer la saison à Boston? Peut-être, mais chose certaine, il est une vraie belle police d'assurance. Alors, si jamais il ne commence pas la saison à Boston, ça prendrait pas grand-chose pour que ce gars-là puisse revenir dans le baseball majeur. Ça, ben Alain, c'est pas facile d'arriver au camp d'entraînement dans... Je ne dis pas que tu es un étranger, mais là, tu arrives puis tu essaies de te faire un nom dans une nouvelle organisation. Taureau connaît le tabac maintenant. Il a fait quelques organisations. C'est tout en son honneur de connaître un camp de la sorte pour Abraham Taureau. Et moi, je serais pas surpris là, qu'en 2025, Abraham ait certainement quelques présences et de matchs là, avec les Red Sox cette année. Oui, je vais regarder les réservistes, Marc, si on tient compte du fait que Bregman et Devers jouent au deuxième, troisième. Là, il y a Van Grayson qui pourrait être au deuxième et Bregman au troisième et Devers au troisième but. David Hamilton, Marc, c'est un gars qui a monté beaucoup de rapidité l'année passée. Et il y a quelques prospects là, à qui on va donner une chance au cours de la saison. Mais ces gars-là, Marc, quand ils vont monter, là, bon, Anthony et compagnie, ces gars-là ne joueront pas sur le banc là, quand on va les rappeler. Donc, je ne suis pas sûr qu'Abraham Taureau doit battre ces gars-là de façon spécifique pour se tailler de place. C'est vraiment comme 5e ou 4e joueur d'avant-champ qui va faire sa place avec les Red Sox. Exact. Mais encore une fois, là, je me répète, mais polyvalence, frappeur ambidex, capable de déposer l'amorti. Je sais que c'est pas nécessairement bon le jeu maintenant, mais ça reste quand même des aspects à l'avantage d'Abraham Taureau pour tenter de faire l'équipe. En passant chez les Red Sox, rapidement, que penses-tu du camp d'entraînement de Trayce Thompson qui est en train de tout démolir? Ben, écoute,
qu'est-ce que tu fais avec un gars comme celui-là? C'est le camp d'entraînement. Thompson nous habitue. Rappelle-toi, ça fait 1 an ou 2, il y avait eu un gros début de saison avec, je pense que c'était avec les Oui. Dodgers, un match de 3 coups de circuit notamment. Donc, t'es un gars de 30 ans, puis on pourrait parler de Nathan Lucas avec les Blue Jays de Toronto. Ce sont des vétérans des ligues mineures. Thompson a plus goûté au baseball majeur, mais ce sont des vétérans. Lucas a créé une bonne impression l'année passée. Donc, c'est gênant un peu de dire à ces gars-là, bon, t'invite, là, t'as un gros camp, ben, tu vas retourner dans le baseball Ouais, mais mineur. Alain, fais attention, là. Fais attention. Je comprends ce que tu dis, là. Mais Mhm, les gars sont juste contents d'être au camp de la Ligue majeure parce que, tu sais, un Thompson, là, mhm. il le fait dans l'uniforme des Red Sox. Mais il est en train Ouais, aussi de montrer ce qu'il peut faire aux 29 autres équipes qui, ici, ont besoin d'un voltigeur ouais, ou, tu sais, d'un gars. Fait que, je comprends ce que tu dis, ça peut être frustrant, mais en même temps, au moins, tu ouais, as une chance de démontrer aux autres équipes. Tu sais, t'as la grande ouais. vitrine, puis là, ben, Thompson veut pas. Bon, il a 34 ans, là, il est pas jeune, mais ça reste que, Mhm. c'est quoi, je pense que c'est lui qui a plus de coups de circuit depuis le début des camps Ben oui. d'entraînement. Il y a 6 coups de circuit, là, puis on n'est même pas à la mi-mars encore. Là. Par contre, il viendrait combler un besoin, ça c'est clair. On cherchait désespérément un frappeur droitier, de là l'acquisition de Bregman. Et Thompson apporte cette spécialité avec les Red Sox de Boston. C'est quand même un beau Oui, dossier à oui, avoir. Édouard oui. Julien, le deuxième but lui appartient, Marc, à moins qu'il tombe en pleine face là, au cours du camp d'entraînement. Là. Et c'est la même chose pour Otto Lopez. Ce sont deux joueurs dont les positions sont presque assurées, à moins de tomber en pleine face, comme je dirais. Comme je Ouais, le ben dirais. Donc, moi, je serais un petit peu plus inquiet, c'est peut-être pas le bon terme, mais je pense qu'Édouard Julien a plus de joueurs qui potentiellement pourraient prendre sa place qu'Otto Lopez avec les Marlins. mhm, Je pense, même si Otto n'a mhm, pas un très bon camp d'entraînement, c'est lui qui va commencer la saison au deuxième but et on s'attend mhm, à de belles choses. Dans le cas d'Édouard, c'est un bon camp quand même. Frappé d'ailleurs son mhm. premier circuit au cours du dernier week-end. Brooks Lee est celui qui pourrait prendre. Tu Ouais, comprends? On lutte en ce moment. On ouais, lutte en ce moment. Édouard Julien va faire les Twins. Mais est-ce que ouais. c'est lui qui va commencer? Est-ce qu'on va faire une rotation? Est-ce qu'il y en a un des deux qui va se démarquer davantage? Mais il faut faire attention dans ce cas-ci. Mais Edouard s'est très bien préparé. Ça a été plus difficile, rappelez-vous, l'année dernière. Changer un petit Mhm, peu sa façon de faire pour arriver prêt. D'ailleurs, pas beaucoup de retraits sur des prises. Ça, c'était un peu l'aspect mhm. qui était Ouais. qui nous avait un peu surpris l'année passée. Mais là, au camp d'entraînement, Mhm, seulement 3 retraits sur des prises depuis le début. Donc, met la balle en jeu. Comme je l'ai mentionné, a frappé son premier coup de circuit au cours du dernier week-end. Alors, mhm. c'est à lui de prendre sa place, mais jamais dire que tu as un poste garanti hein, dans le sport. Là, faut Ouais. vraiment toujours travailler pour garder cette place-là. On va parler de Charles Leblanc brièvement avec les Braves d'Atlanta. Il a goûté lui aussi au baseball majeur, ne fait pas partie des 40. C'est un gars qui est polyvalent aussi. Je regarde les substituts à l'avant-champ du côté des Braves d'Atlanta. Charles a une chance. Oui, Il a une chance de faire l'équipe. ben, tu sais, Charles, tout le monde l'aime. Tu parles à toutes les Mhm, organisations où il a passé, tout le monde a apprécié Charles Leblanc. mhm, Partout. Et c'est un vrai professionnel. C'est un gars qui, on parlait de polyvalence tantôt. Il est capable de jouer au deuxième, puis il est capable de jouer même à l'arrêt court, à la limite, peut-être pas sur une base régulière, mais tu sais, il est ouais, capable. Il joue au premier but, il jouait au troisième but. ouais. Il a de la puissance. Il a d'ailleurs frappé un circuit de 3 points depuis le début du camp d'entraînement. Fait que- Mhm, et il a de l'expérience. Tu sais, fait que, lui, là, il peut vraiment plaire à une organisation, assurément. Puis on espère toujours. Parce que c'est un des bons gars. Là, tu sais, c'est pas un gars qui va déranger, mhm, c'est un gars qui va faire son travail. Comme j'ai dit, c'est un vrai professionnel. Puis ouais, effectivement, il y a une petite fenêtre là, avec les Braves d'Atlanta. Donc, on ouais. souhaite que ça puisse fonctionner pour Charles Leblanc. Oui, et Eric Serrantola n'a pas lancé beaucoup avec les Royals. Le plan, c'est pas qu'il commence la saison avec les Royals. On aimerait ça qu'il passe un peu de temps au niveau 3A. L'étoffe, regarde, on aime Oui. son étoffe. On l'entrevoit comme releveur, mais c'est ça, faut qu'il contrôle un peu plus ses tirs. Puis ça, c'est en lançant que ça va venir, Marc. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. Écoute, c'est un très, très beau joueur d'avenir de l'organisation des Royals. Les Royals qui vont avoir une bonne Mhm, équipe en plus. Là, on sent une belle synergie dans mhm, cette organisation-là. Mais
C'est un nom à retenir. Eric Cerantola, on va entendre parler de lui certainement au cours des prochaines années, là. Oui, absolument. Écoute, on va parler des Blue Jays de Toronto rapidement. Tantôt, j'ai glissé le nom de Nathan Lukes. Mais Alan Rodden, 25 ans, il frappe les 3 meilleurs frappeurs, en fait, présentement, là. Lukes, Rodden, David Schneider. Schneider, on connaît son profil, Marc. Ce gars-là, s'il veut jouer dans le baseball majeur, il faut qu'il frappe, il n'y a pas de position en défense. Dans le cas de Rodden, c'est un gars qui s'est distingué par le fait qu'il se rend souvent sur les buts depuis le début de sa carrière professionnelle. 25 ans, Marc, tu es supposé d'être rendu là. C'est un gars qui provient des universités américaines, donc ça fait pas 10 ans qu'il est dans l'organisation des Blue Jays de Toronto. C'est peut-être le moment, là, à 25 ans, pour lui, de montrer ce qu'il est capable de faire au niveau majeur. Est-ce que c'est un peu la façon que tu vois les choses? Oui. Puis, tu sais, je regardais ses statistiques. C'est un gars qui a toujours frappé. Il a toujours bien frappé. Tu as parlé d'un gars qui était constamment sur les sentiers. Moi, j'aime ce que je vois de lui. Je trouve ça le fun c'est ça, les camps d'entraînement. On découvre des joueurs, on connaît des joueurs sur papier, là, on les voit jouer, puis tu regardes son élan, pas trop de fête trop dans cet élan-là. Prend l'occasion, saisit l'occasion qu'on lui a offert au camp d'entraînement de montrer ce qu'il peut faire. Vois-tu, depuis le début du camp d'entraînement, là, c'est quand même là, 7 en 16, il frappe pour 438. 5 buts sur balle, aucun retrait sur des prises. Donc, tu sais, il met la balle en jeu. Tu sais, c'est pas un gros échantillon, là, mais ça donne déjà une bonne idée qu'est-ce que le gars peut faire. Puis, tu sais, c'est un gars qui a joué, comme tu l'as dit, dans la NCAA. Encore une fois, il a toujours frappé partout où il est passé. Regardez, en 3 saisons au niveau collégial, il a frappé pour 383 avec un MPP à 1125. Et en 3 saisons, en fait, c'est pas tout à fait 3 saisons, c'est 266 matchs dans les ligues mineures jusqu'ici. Un MPP à 860. Fait que, il y a quelque chose. Il y a quelque chose là. Puis à 25 ans, tu as une belle maturité, tu connais ton élan. C'est sûr que là, faut frapper du lanceur du baseball majeur, mais il vient de se donner une belle valeur, je trouve. Oui, et j'ai regardé un peu son profil global. C'est pas un gars qui a étudié en tricot 101, là. C'est un gars qui s'enlignait pour être astrophysicien. C'est pas des blagues, là. Donc, tu comprends que c'est une bonne tête. C'est un gars qui est capable de voir ce qui se passe, qui est capable théoriquement de s'ajuster à des situations auxquelles il n'est pas habitué. Il est rendu à 25 ans, effectivement, et c'est là où, regarde, où ta carrière là, prend une tangente. Quelconque, je pense qu'il est rendu là. Ce serait intéressant de voir quels sont les plans des Blue Jays de Toronto à cet égard-là. Mais moi, je trouve que le profil qu'il a, ce qu'il est en train de démontrer, regarde, peut-être qu'on devrait faire jouer ce gars-là un peu plus. Tu es Alain, pour enchaîner à ce que tu dis, c'est que si tu frappes, on va trouver une place. Tu comprends? Frapper, produire en attaque, ça va toujours être payant, ça va toujours t'amener à avoir un poste éventuellement. Donc, s'il poursuit ainsi, on va entendre son nom, c'est sûr. Ouais. C'est le moment de la carte de baseball de la semaine, une présentation de Cœur de Trait d'Union Dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote de satisfaction parfaite de 100%. C'est le mois de l'histoire des femmes. On a jeté notre dévolu sur Ashley Stevenson, qui est une membre du Temple de la renommée du baseball canadien. Ashley Stevenson qui s'est démarquée, Marc, au milieu des années 2000 au baseball. Et pas seulement au baseball, au hockey également. C'était une joueuse élite à partir des rangs universitaires. Elle a étudié à l'université Wilfrid Laurier. Elle est originaire de la région de Toronto, de la banlieue Mississauga plus précisément. Il y en a qui considèrent que c'est la meilleure joueuse de l'histoire du baseball canadien. Et sa carte a été produite par le Temple de la renommée du baseball canadien. Elle a été intronisée en 2024. Le Temple de la renommée produit des cartes depuis 1995. C'est la seule carte qui existe. J'ai l'impression, Marc, avec les différentes ligues qui sont en train de s'installer à gauche et à droite, des cartes de joueuses de baseball sportives, je pense qu'on va en voir de plus en plus éventuellement. Ashley Stevenson, donc, c'est notre carte de la semaine, elle qui s'est distinguée à la fois au baseball et au hockey. C'est notre segment au cercle d'attente où on vous propose un profil de joueur. Oneil Cruz aujourd'hui. On vous encourage les jeunes à la lecture avec les histoires sur le baseball. On salue d'ailleurs
notre bon ami à Trois-Rivières, Bob McDuff, qui est un auteur de livres sur le baseball pour enfants. Et pour en apprendre davantage, allez sur le site www.baseballbob.ca. O'Neill Cruz, c'est tout un phénomène, Marc, des arrêts courts comme on n'en voyait absolument pas à l'époque où tu jouais, Marc, ça fait pas si longtemps, des arrêts courts format géant qui s'embauchent ensemble maintenant. C'est sa 10e année chez les professionnels, même s'il est âgé de seulement 26 ans. Il a raté une saison complète en raison d'une blessure à un genou, dont il a récupéré. Changement de position, c'est pas inhabituel, Marc, c'est arrivé à plusieurs. Robin Yount, c'est arrivé à Craig Biggio. Bref, dans le cas de Cruz, il a des habiletés athlétiques exceptionnelles. Je ne sais pas comment tu le vois, Marc, c'est un changement radical. Tu n'es pas content au départ. Certains disaient, et moi, je trouvais qu'on ne prenait pas assez avantage de son bras dans les circonstances, mais les Pirates l'ont vu aller. J'imagine qu'ils savent ce qu'ils font. Ouais, écoute, tu as raison de dire qu'il n'était pas content. C'est pas ça qu'il voulait. C'est un joueur d'arrêt court, tu l'as dit, là, ça fait plusieurs années qu'il est dans le baseball professionnel. Il voulait rester à cette position-là. On lui a finalement... on l'a convaincu pour toutes sortes de raisons. Et où on l'a convaincu, Alain, c'est de dire que tu vas être peut-être un petit peu moins fatigué, je sais peut-être pas ça qu'on a utilisé, mais que tu vas frapper plus. Tu vas peut-être être un petit peu plus concentré sur ton attaque. En tout cas, on a réussi à vendre cette salade-là à O'Neill Cruz. Et là, je pense qu'il a décidé de dire, parfait, c'est un beau défi, on part avec ça. Et tu l'as dit, c'est un athlète naturel, il va couvrir du terrain, son bras va se démarquer davantage, même si c'était assez impressionnant à l'arrêt court, ça va se démarquer davantage comme voltigeur de centre. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. La ligne du centre, Alain, on en a parlé souvent, puis là, on a vu que les équipes, au cours des dernières années, on revient avec des chansons qui couvrent du terrain, qui attrapent des balles. Les statistiques avancées, au moins, nous ont aussi donné que c'est important là, d'avoir un joueur de la sorte. Alors, les Pirates avaient ce joueur-là, et évidemment, tout ce qu'on avait dans l'organisation, c'est une meilleure équipe avec O'Neill Cruz au champ centre. Bon, et là, il arrive à l'âge de 26 ans, Marc. C'est la parenthèse qui commence pour ses meilleures années dans le baseball majeur. Il y en a plusieurs qui vont dire 181 retraits sur des prises. C'est beaucoup. Et quand il fait contact, ça part vite. Et peut-être que comme voltigeur de centre, il y a une relation parfois à faire avec ta position en défense et ton rendement en attaque. Il y a vraiment, on peut le faire. Alors, je ne dis pas qu'il va couper ses retraits sur des prises de 80, là, mais on a l'impression qu'il pourrait en donner un peu d'avantage en attaque en étant un voltigeur de centre. Parce que le joueur d'arrêt court, là, soit dit en passant, c'est le joueur le plus, outre le receveur, là, évidemment, là, mais c'est le joueur le plus impliqué sur un terrain. Et c'est un joueur qui bouge partout, qui couvre, qui est relayeur, qui doit couvrir les buts, qui a le plus long relais à faire pratiquement. Donc, c'est exigeant. C'est exigeant au niveau physiquement. Alors que comme chanson, parfois, c'est un petit peu plus facile. Et ce qui permet donc peut-être des fois d'avoir un petit peu plus d'énergie lorsqu'on se présente au bâton. Oui. Et Marc, je veux revenir sur les livres de notre ami Bob. Il en a écrit sur les jeunes et pour ceux qui grandissent un peu, la littérature sur le baseball s'est élargie considérablement en français au Québec au cours des dernières années. T'en es un exemple, tu as écrit ton histoire, elle n'est pas terminée. Il y en a d'autres, il y a eu des biographies qui ont été écrites sur Claude Raymond, il y a Éric Aucoin également. Il y a toutes sortes il y a plusieurs auteurs, Marc, qui ont retenu le baseball comme thème central. On a parlé à un auteur, Alain Bergeron, par exemple, qui a écrit sur ce qui se passait en Colombie-Britannique avec des joueurs d'origine japonaise. Bref, ouvrez-vous l'esprit sur ces belles histoires qui pourront vous inspirer éventuellement, dont celle de Marc. Oui, il y en a plusieurs, tu l'as dit. Il y a même Serge Touchette qui a écrit un livre, Frédéric Daigle qui a ici écrit son livre. Donc, il y en a plein. C'est la lecture. Moi, je trouve que le baseball et la lecture, ça va bien ensemble. Premièrement, au baseball, moi, là, je vais te dire, là, j'ai commencé à vraiment la lecture. C'est lorsque j'étais dans les ligues mineures, puis je peux te dire que j'en avais des voyages d'autobus assez longs. Puis on apprend tellement de choses. C'est ça qui est agréable. Puis comment ces jeunes, c'est ça qu'un peu le défi de Bob McDuff, c'est comment sont jeunes à lire. Surtout pour les petits garçons, hein, des fois c'est un petit peu plus difficile que les petites filles. Alors les petits garçons, si c'est des histoires de sport, souvent ça peut les attirer. Oui. Marc, les Rays de Tampa, c'est une saga qui s'éternise trop au goût du commissaire et de certains propriétaires du baseball qui souhaiteraient
un changement de garde à la très, très haute direction, c'est-à-dire que le propriétaire vende l'équipe. Oui, puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pas une surprise en passant, hein, parce que, bon, Sternberg fait partie, évidemment, de ce comité de ville sœur avec les Expos, avec Montréal. Rappelez-vous, on avait tiré, pour pas l'expression, on avait vraiment tiré la plug à un moment donné, là, de Ouais. façon très abrupte pour ce projet-là. Mais ce que j'ai retenu, Alain, dans ce qu'on a entendu récemment, c'est le partage de revenus. Et tu sais, le fameux partage de revenus, puis j'en ai parlé, j'avais même écrit une chronique là-dessus. Moi, je me dis, tu sais, parce que là, bon, les Dodgers qui dépensent, puis il y a des équipes qui dépensent pas du tout. Puis moi, je me disais, ben, si un partage de revenus, donc toute la taxe de luxe, puis l'argent qui est mis tu sais, dans un chapeau, puis que là, après ça, tout le monde pige, mais il faudrait que cet argent-là s'en est directement et obligatoirement dans la masse salariale ou certainement pour des décisions baseball, que ce soit au niveau des ligues mineures Ouais. ou dans la masse salariale. Mm-hmm. Et là, on réalise qu'évidemment qu'il y a des équipes qui ne le font pas. Et c'était un point soulevé par le commissaire disant, ben là, effectivement, peut-être qu'on pourrait commencer à penser à un nouveau propriétaire pour qu'on dépense l'argent reçu, mais directement dans l'équipe, chose de toute évidence que Sternberg ne fait pas à 100%. Donc, Ouais. c'est un petit réveil aussi, je trouve. Je sais que la prochaine convention collective, on aura amplement la chance d'en parler éventuellement, parce que ça se termine en 2026, la convention. Mm-hmm. Ça risque de brasser un peu, mais ça peut faire partie peut-être aussi des solutions. C'est que, hey, l'argent carrément qu'on donne, il faut l'utiliser pour la masse salariale. Mais chose certaine, ce qui est intéressant encore plus, c'est qu'il semble avoir des gens potentiels à devenir propriétaire des Rays. Donc, c'est un dossier qui va être à suivre très sérieusement dans les prochaines semaines. Là. Oui, j'ai hâte de voir si on aura les mêmes directives envers d'autres propriétaires d'équipes, Marc, parce que les Rays ne sont pas les seuls à agir de la sorte. Non. Il faut bien le mentionner. Là. Cincinnati, Pittsburgh, ne peut pas dire qu'on a dépensé. Là, Cincinnati, ça va peut-être changer parce qu'on commence à avoir une bonne équipe, mais il y en a d'autres, là, Miami, entre autres. Mais pour Sternberg, je veux quand même préciser une chose, Marc. Quand il est arrivé comme propriétaire, il était temps qu'il arrive parce que la concession des Rays sous Vince Naimoli n'allait pas très, très bien. C'est un propriétaire qui ne s'occupait pas de son équipe. Quand tu parles de Ouais. propriétaire qui ne dépensait pas, Naimoli, c'est encore pire. C'était de la micro-gérance et qui a fait en sorte que cette concession-là n'a pas avancé pendant le temps qu'il était propriétaire. Donc, ça n'a pas été tout mal avec les Rays depuis que Sternberg est là. Là, il y a une situation qui fait en sorte qu'on joue dans un stade des ligues mineures, mais c'est juste, moi, je trouve ça drôle que ce soit les Rays qu'on vise de façon spécifique. T'as raison. Peut-être à cause de... T'as raison, Alain. Ouais. T'as raison parce que je ne sais pas si tu as vu, il y a eu une espèce pas un sondage, mais dans The Athletic, on a décidé de donner au cours des 25 dernières années. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné des points. On a fait un peu un exercice là, où on a donné des points Ouais. lorsque tu gagnes une série mondiale, lorsque tu te rends en série, lorsque tu Mm-hmm. joues. Puis on t'enlève des points lorsque tu commets des saisons de 100 défaites. Ouais. Et encore plus, évidemment, si c'est des œuvres de façon Mm-hmm. consécutive. Et la pire franchise des 25 dernières années, ce sont les Pirates de Pittsburgh. Ah oui. On a fait les séries quoi une fois, là, rappelez-vous, lorsque Russell Martin faisait Ouais. partie de l'organisation. Mais Ouais. on n'a pas. Baltimore fait partie des mauvaises équipes, mais là, on sent qu'on a un vent de changement, puis Ouais. que là, on s'améliore. Mais je veux dire, c'est quand même assez révélateur, ce genre de choses. Tu sais, à un moment donné, là, alors, on a pointé évidemment le propriétaire qui veut pas dépenser trop. Alors, oui, tu as raison de mentionner que les Rays sont loin d'être les seuls. Je ne sais pas si on les prend en Ouais. exemple compte tenu de la situation, parce que l'autre équipe qui va évoluer dans un stade des ligues mineures, elle dépense pas mal d'argent depuis, Ben oui. Ben depuis oui. qu'ils s'en vont à Sacramento. Alors, on met des gars sous contrat à long terme, on va chercher des joueurs autonomes, donc ça bouge. Et ça, on aime ça du côté du baseball Mm-hmm. majeur. Donc là, on laisse les Aces tranquilles, surtout que le projet de stade semble vraiment vouloir avancer là, du côté de Las Vegas. Ouais. Alors là, ben, ce sont toujours les deux mêmes franchises, mais là, ça semble être les Rays sur qui on vise, alors qu'effectivement, d'autres équipes pourraient être visées davantage. Oui, puis les choses changent, Marc, parce qu'un des acheteurs potentiels pour les Rays, parce qu'il y a des noms qui circulent Oui. déjà, c'est un membre de la famille de Bartolo. Et c'est pas la première fois que cette famille-là se montre intéressée.
sauf qu'on les avait sortis à coups de pied dans le derrière lorsque c'était le cas. Là, je parle des années, la fin des années 70, là, c'est avec les White Sox de Chicago notamment. Pourquoi? Parce qu'on avait des liens, justement, avec Las Vegas. Ah. Comme je te dis, les temps changent. Et là, je pense qu'il serait plus la bienvenue. Et le changement de garde pour les White Sox de Chicago, ben, bon, c'est Reinsdorf et compagnie qui se sont portés acquéreurs des White Sox. Mais le nom de Edward de Bartolo avait considérablement circulé à ce moment-là. Ils sont portés acquéreurs des 49ers de San Francisco. Ils n'en sont pas sortis trop mal, je pense, avec les 49ers dans les années 80. Mais comme quoi, quelquefois, quand il y a des bidous, peut-être que la morale peut changer de direction de temps en temps. Ceci dit, je pense qu'on est capable de surveiller un peu ce qui se passe. Mais tout ça pour dire que quand on remonte dans l'histoire un petit peu, Marc, tu te rends compte que les choses évoluent. Ce lundi, il y a un ancien joueur qui fait jaser, c'est Mo Vaughn. Mo Vaughn, qui était une vedette avec les Red Sox de Boston, aussitôt qu'il a quitté les Red Sox, n'a jamais été capable d'avoir le même rendement. Il faut dire qu'il ne jouait plus dans le même stade non plus. Ça, je pense que ça a contribué. Ça finit avec les Mets de New York. Tu passes du Fenway Park au domicile des Mets. C'est sûr que tes statistiques vont baisser. Petit message à Juan Soto, ça se peut que ce ne soit pas la même chose qu'au Yankee Stadium. Mais il a déjà son argent, donc il s'en soucie très peu. Pourquoi? Ben, il y a un article dans The Athletic dans lequel il admet avoir pris des hormones de croissance et comme dans la plupart des cas, ben, il mentionne que c'est pour revenir d'une blessure. Andy Pettit, c'était la même chose. La plupart des joueurs qui disent avoir pris des hormones de croissance, c'est pour les blessures. Marc, il faut être bien naïf pour penser qu'il y a juste les joueurs qui étaient dans le rapport Mitchell qui en ont pris à cette époque-là. Ah. Mais, ben non, c'est sûr. Parce que, mais, ouais. Puis, mais tu sais, honnêtement, là, tu sais, il y a certains joueurs, certainement, qui, tu sais, c'était une drôle d'époque, hein, on va se le dire, là, les Ah oui. stéroïdes, après ça, les hormones de croissance. Mais, c'est vrai quand même que ça permettait à des joueurs de revenir beaucoup plus rapidement de blessures. Puis, Ouais. faut pas penser là, que les joueurs, tu sais, les joueurs le prenaient parce que, bon, ils avaient des gros contrats. Tu sais, tu veux plaire à l'organisation, tu veux plaire aux partisans, tu veux jouer. Tu sais, tu viens de signer un gros contrat, tu veux jouer. Fait que j'excuse pas, là. Je veux juste dire que Ouais. des fois, les raisons derrière étaient peut-être pas si mauvaises que ça. C'est ce que je veux dire. Puis, tu sais, Ouais. Mo Vaughn a été longtemps, là, il en a voulu au baseball. Tu sais, lui, là, avec Ouais. bon, le rapport Mitchell, tu l'as mentionné. Tu sais, quand il est sorti complètement du baseball. Tu sais, on n'a plus vraiment entendu parler de Mo Vaughn. La belle histoire dans tout ça, c'est que c'est son fils. Son fils qui a 12 ans aujourd'hui. Et il a retrouvé l'amour du baseball avec son fils. Et là, ben, on le voit, il fait des entrevues à gauche, à droite, et là, il a décidé, évidemment, de parler. C'est comme si il se libérait de quelque chose, tu sais, en parlant. Ouais. Puis je trouve ça bien. Mais la belle histoire là-dedans, c'est l'amour du baseball avec son fils. Puis je t'avouerai que, bien personnellement, la façon dont les Expos sont partis après la saison 2004, moi, je vais te dire une chose, 2005, là, j'étais pas le plus grand fan de mon sport. Tu comprends? Ça m'a été difficile, le départ des Expos. Puis j'avais mon premier enfant là, qui, tu sais, à l'âge de 3 ans, là, qui voulait déjà se lancer, puis qu'on s'est commencé à aller dans l'impact, puis à 3-4 ans, puis commencer à. Ben moi aussi, j'ai retrouvé le goût, l'amour du baseball un peu via mon fils et maintenant mes fils. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, je le comprends. Tu sais, le baseball, Ouais. parfois, tu sais, dans des longues carrières, ben il y a des années, des fois que c'est plus difficile. Alors, Mo Vaughn l'a vécu à sa manière, évidemment. Mais de voir que c'est repris par la prochaine génération puis qui redonne le goût, je trouve que ce sont de belles histoires. Oui, absolument. Puis dans le cas de Mo Vaughn, si je puis préciser, Marc, si je peux préciser, c'est quand tu disais qu'il était amer, c'est surtout le fait que lui, ce sont les blessures qui ont Ouais. fait en sorte que sa carrière a pris fin. Et un peu frustré du fait qu'il n'a pas été capable de donner. Il a eu une belle carrière. Là. Il était le joueur le plus utile de son équipe avec les Red Sox de Boston une année. Il était le visage pratiquement de la formation avant Nomar Garciaparra. Mais lui, c'est vraiment le fait qu'il pense qu'il aurait pu accomplir pas mal plus s'il avait été capable de rester en santé. Problème de genoux, problème au dos, bref, Mais tu sais, Alain, effectivement. Puis,
ce que tu dis là, on pourrait parler d'Éric Gagné, là, puis tu dirais la même phrase. Ouais. On pourrait parler de quelques joueurs qui sont sur le rapport Mitchell, là. Ouais. Ben, c'est souvent des gars qui voulaient en donner plus, mais les blessures les ont carrément sortis du baseball alors qu'ils ont connu du succès énorme. Donc, c'est fou à quel point là tu parles, puis je vois d'autres noms là, apparaître dans ma tête parce que c'est ça la réalité, là. Absolument. Marc, je veux souligner le fait qu'on a plusieurs entretiens qu'on ajoute. Et au cours de la dernière semaine, tu as eu l'occasion de parler à un membre des Royals de Kansas City. Tu as un deuxième membre. On a vu Eric Serrantola. Et là, c'est Yannick Plante. Non, Yannick Plante continue de livrer des nouvelles à RDS. Il n'y a pas de problème. C'est pas le même Yannick Plante dont on parle, même si c'est un grand amateur de baseball. Mais c'est un Franco-Ontarien qui est de la région d'Ottawa, qui s'est fait les dents en Outaouais, au hockey. Mais tu as eu l'occasion de lui parler et il nous a parlé de son cheminement. Oui, puis c'est une entrevue très, très intéressante parce qu'on se rend dans le baseball majeur, c'est pas toujours comme joueur, hein? Il y a d'autres manières de se rendre. Ouais. Et lui, belle histoire, un gars qui est de la région d'Ottawa, qui s'est retrouvé dans la région de Calgary, qui finalement a appliqué sur un poste à l'organisation des Royals, puis qui a gravi les échelons. Très, très belle histoire. Un gars qui est prêt, évidemment, maintenant des Royals. Puis évidemment, il n'avait que des bons mots à dire sur son organisation, puis les fameux Bobby Witt Jr. qui arrivent, tout ça. Donc, entrevue fort intéressante là, pour les amateurs de baseball avec Yannick Plante. Ouais, tu peux nous préciser un peu c'est quoi son rôle exactement? Parce qu'officiellement, il est dans le baseball, il est associé avec les filiales. Ben, en fait, c'est un préparateur physique et on sait à quel point aujourd'hui c'est important. Il a commencé comme dans les ligues mineures. Alors, il a fait l'autobus des ligues mineures. Il s'est retrouvé au niveau 3A éventuellement. Et là, ben, il fait partie du complexe en Arizona des Royals. Alors, tous joueurs qui vont en réhabilitation durant la saison. Et là, évidemment, durant les camps d'entraînement, tous les joueurs sont là, donc on fait des suivis avec ces gars-là. Alors, c'est un gars qui est très près des joueurs, autant pour éviter les blessures que pour, évidemment, être en réhabilitation lorsque les joueurs en subissent. Alors, inévitablement, il est très, très près des joueurs. Et c'est ce que je lui disais. J'ai quand même joué plusieurs années dans le baseball professionnel. Moi, j'ai connu chacun des préparateurs physiques avec qui, d'ailleurs, je suis encore en relation grâce à des réseaux sociaux. Là, mais tu sais, on crée des liens avec ces gars-là. Et puis là, ben, Yannick est en train, évidemment, d'en créer plusieurs avec ça. Donc, et c'est un gars très en vue parce que si vous fouillez un peu, c'est un gars qui est très respecté dans le milieu. Donc, bravo. Yannick était parfaitement bilingue et c'est une belle histoire que les gens vont... lorsqu'on va, vous allez l'écouter, là, vous allez apprendre sur un gars qui est fort sympathique et qui a une belle carrière devant lui. Oui, et probablement qu'éventuellement, il sera trilingue, Marc, avec le nombre de latino-américains là, avec qui il devra traiter. Là. c'est un atout supplémentaire. Ouais. Et tous ces balados sont évidemment disponibles sur notre site Compte Complet. Et vous avez accès aussi à toutes nos entrevues, nos balados sur le site de RDS. Et la saison commence dans à peu près dans une couple de semaines. On aura évidemment nos émissions préparatoires avec Alex Agostino au cours desquelles vous aurez nos pronostics, nos analyses sur les deux ligues, toutes les équipes des deux ligues. Donc, ça approche à grands pas. Il y a beaucoup de nouvelles qui vont sortir d'ici là. On sera de retour la semaine prochaine pour un autre Compte Complet. Alain Usereau et Mark Griffin. Salut, à la prochaine. Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.